Imaginez la scène. On regarde la finale d'un grand match à la télé, tout est en direct, mais, et c'est le gros problème, le téléviseur a un décalage de, disons, 5 secondes. Ah oui, le cauchemar absolu. C'est ça. La tension monte, le joueur court vers le but, le silence se fait dans le stade à l'écran, et soudain, On entend les voisins hurler de joie à travers le mur. exactement, on sait déjà ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu un but, mais on ne l'a pas encore vu. L'expérience est totalement gâchée, l'émotion est brisée, quoi. On est constamment en retard sur la réalité. La déconnexion avec l'instant présent est totale. Au lieu de vivre l'action, on la subit avec un temps de latence. C'est incroyablement frustrant. Et c'est très exactement ce que vivent des milliers d'adultes au quotidien lorsqu'ils essayent de parler une langue étrangère. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment fascinante pour détruire ce décalage. Notre mission pour cette exploration en profondeur, c'est de décoder un document clé sur la maîtrise de la compréhension du français. Et surtout, sans aucune traduction mentale. C'est le cœur du sujet. Voilà. Et tout cela s'adresse à un profil très précis. On parle de l'apprenant qui a atteint ce fameux niveau B1. Ce plateau où on connaît la grammaire, on a le vocabulaire, mais les conversations réelles ressemblent à un train à grande vitesse. Un train qu'il est physiquement impossible d'attraper. Le niveau B1, c'est vraiment un point de bascule cognitif. Le cerveau a accumulé les briques de la langue, si on veut, mais il manque le ciment de la fluidité. Ouais, le ciment n'a pas pris. Et le grand coupable de cette stagnation, ce qui crée ce décalage de 5 secondes, c'est la traduction mentale. C'est un processus épuisant. Ça consiste à entendre un mot français, l'envoyer vers la zone du cerveau qui gère la langue maternelle, trouver son équivalent, en extraire le sens, et ensuite formuler une réponse. Et on doit traduire cette réponse à nouveau vers le français. Bon, décortiquons ça. Parce que pour comprendre comment s'en débarrasser, il faut d'abord visualiser à quel point c'est inefficace. C'est vraiment le mot inefficace. C'est un peu comme si notre cerveau devait traverser un centre-ville embouteillé à chaque fois qu'il voulait comprendre une phrase, tu vois. La langue maternelle, c'est ce centre-ville saturé. Ah, j'aime bien cette image. La traduction force chaque pensée à passer par ces bouchons. Alors que l'objectif de la méthode d'aujourd'hui, c'est de construire une autoroute périphérique directe entre le mot étranger et son concept. Le coût de ce passage par le centre-ville est exorbitant de toute façon. Le premier dommage collatéral identifié dans nos sources, c'est la perte de temps, pure et simple. Le temps, ouais, c'est crucial à l'oral. Absolument. Le cerveau n'est pas un ordinateur quantique. Cette double conversion prend des millisecondes qui finissent par s'accumuler. Pendant qu'on décode mentalement une phrase, l'interlocuteur natif ne s'est pas mis sur pause. C'est clair. Il a déjà entamé la phrase suivante. Et du coup, on se retrouve à attraper des mots isolés au vol. On est complètement déconnecté du flux global. C'est ça. On est toujours à la traîne. C'est l'équivalent de regarder un film d'action trépidant avec une application de traduction qui rame. On entend l'explosion, l'application cherche ses mots, un personnage lance une réplique cinglante. Et le temps de comprendre la blague, il y a déjà une course-poursuite à l'écran. Exactement. On rate le rythme, on rate l'humour, enfin, on passe son temps à courir après l'intrigue. Et courir en permanence, ça épuise. La source souligne que la charge cognitive requise pour faire de l'interprétation simultanée est phénoménale. Même les interprètes professionnels de l'ONU se relaient toutes les 20 minutes. Ouais, c'est dire l'effort que ça demande. Alors pour un apprenant de niveau B1, au bout de 10 à 15 minutes d'écoute active couplée à une traduction mentale, le cortex préfrontal est littéralement vidé de ses réserves. Il y a un effondrement total de l'attention. Et sans compter que même avec une énergie infinie, les nuances ne survivent pas au voyage. Le français a sa propre architecture, sa propre logique émotionnelle. Oui, les expressions idiomatiques ne se traduisent pas littéralement. Exactement. Si l'on s'obstine à chercher une symétrie parfaite avec sa langue maternelle, on ampute la langue de sa subtilité. Mais tout cela pose une question fondamentale. Comment on sait si on est coincé dans cet embouteillage mental ? C'est une excellente question, car souvent, ce réflexe est tellement ancré qu'il en devient invisible. Mais le document liste des symptômes cliniques très clairs qui trahissent un cerveau accro à la traduction. D'accord. Quels sont les signes évidents, alors ? Le plus évident, c'est le besoin compulsif du filet de sécurité. Les sous-titres dans la langue maternelle. Dès qu'une vidéo commence, il y a cette petite panique qui pousse à les activer. Ah, le fameux réflexe du sous-titre. Voilà. L'œil lit la traduction plus vite que l'oreille n'entend le français. Et ça court-circuite totalement l'apprentissage auditif. Ce qui explique d'ailleurs cette asymétrie frustrante que tant de gens ressentent. Ils peuvent lire un article de journal complexe en français de manière fluide, mais bloquent complètement face à un simple échange oral à la boulangerie. C'est tout à fait ça. Face à un texte, on est maître du temps, on peut s'arrêter, reculer, faire le détour par sa langue maternelle. Alors qu'à l'oral, le rythme est imposé de l'extérieur.
On n'a pas le contrôle. Ce rythme imposé déclenche immédiatement un autre réflexe de défense mentionné dans l'analyse, c'est la demande constante faite aux natifs de ralentir ou de répéter. C'est pour gagner du temps, en fait. Exactement. C'est une tentative désespérée pour permettre au cerveau de terminer son processus de traduction en arrière-plan. Et quand le cerveau n'arrive plus à suivre, on observe un cinquième symptôme très particulier. Lequel? L'apprenant reconnaît des mots isolés. Il sait ce que veut dire toujours, jamais, parfois, mais le sens global de la phrase s'évapore complètement. L'arbre cache la forêt, en somme. Mais c'est décourageant tout ça. Si la traduction est si toxique pour la fluidité, pourquoi notre cerveau s'obstine-t-il à le faire? Je veux dire, on ressent cette immense fatigue cérébrale après avoir écouté un enregistrement en français. C'est un mécanisme naturel. Mais attendez, je fais l'avocat du diable ici. Est-ce que cette fatigue n'est pas simplement le signe normal d'un cerveau qui travaille dur pour créer de nouvelles connexions? L'apprentissage, c'est censé être fatigant, non? Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction vitale entre l'effort productif et l'effort destructif. Tout part d'un mécanisme de survie. Un mécanisme de survie. Oui. Face à l'inconnu d'une nouvelle langue, le cerveau panique et s'accroche à la seule bouée de sauvetage qu'il connaît, c'est-à-dire la langue maternelle. C'est un réflexe évolutif de sécurité. Mais pour reprendre votre notion de fatigue, Ouais. pensez à la musculation. Il y a la brûlure saine du muscle qui travaille avec une posture parfaite, celle qui construit de la force. Et puis il y a la douleur aiguë au niveau des articulations qui survient quand on soulève un poids avec une mauvaise technique. Ah, je vois très bien. La mauvaise douleur. Voilà, cette fatigue-là ne construit rien. Elle mène juste à la déchirure. La traduction mentale, c'est la mauvaise posture cognitive. Elle draine les ressources sans jamais bâtir la fluidité. D'accord, donc si on se reconnaît dans ces symptômes, on soulève les poids de la mauvaise manière, il faut changer de méthode. Et l'approche qu'on étudie aujourd'hui propose un changement de cadre radical. Pas une révolution d'intensité, mais une révolution de régularité. C'est la clé de voûte de tout le système. L'idée, c'est de passer à des sessions de 15 minutes par jour, plutôt que de s'infliger 2 heures de révision le dimanche soir. Mais, mathématiquement, ça semble contre-intuitif. 15 minutes sur 7 jours, ça fait 105 minutes. Oui, c'est moins de temps global que la session de 2 heures. Exactement. Alors comment ça peut être plus efficace? Parce que la neurologie de l'apprentissage ne fonctionne pas comme un compte épargne où l'on dépose simplement des minutes. La création d'une nouvelle autoroute neuronale, ce lien direct entre le son et le sens, exige un processus de consolidation synaptique. Un processus qui demande du temps, de repos, j'imagine? Absolument. Ce processus ne se produit pas pendant qu'on étudie. Il se produit pendant qu'on dort, pendant les phases de repos, entre les courtes sessions. C'est un peu comme vouloir tracer un chemin de terre à travers un champ d'herbe haute. Si on marche dessus pendant 2 heures d'affilée une fois par mois, l'herbe va se coucher sur le moment, mais elle repoussera immédiatement. Très belle image, c'est tout à fait ça. En revanche, si on marche sur ce même chemin pendant 15 minutes, mais qu'on le fait tous les matins sans exception, la terre va se tasser de façon permanente. Le chemin devient une évidence. C'est l'illustration parfaite de la plasticité cérébrale. La régularité signale au cerveau que cette information est vitale pour la survie quotidienne. Et c'est ça qui déclenche la modification permanente des réseaux neuronaux. Contrairement au choc des 2 heures du dimanche. Exactement. Le choc épisodique est perçu comme une anomalie que le cerveau s'empresse d'oublier. Très bien, le chemin de 15 minutes quotidiennes est tracé. Mais que fait-on concrètement pendant ce petit quart d'heure pour obliger le cerveau à abandonner sa langue maternelle? C'est là qu'intervient l'arsenal des stratégies pour changer de paradigme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'une des premières approches mentionnées dans les documents, c'est l'immersion visuelle. Quand on entend le mot « chien », il faut interdire au cerveau d'afficher le mot traduit en lettres néon. Il faut le forcer à générer l'image mentale de l'animal, son odeur, son aboiement. Et ça crée une friction cognitive intense, surtout pour un adulte, non? Le cerveau adulte est profondément analytique. Il aime les équations claires, les certitudes textuelles. C'est le grand défi. Lui demander de revenir à une association primitive entre un son abstrait et une image visuelle, ça demande un effort de volonté conscient. Il faut contourner l'intellectualisme de sa propre langue. Et ce besoin de certitude de l'adulte, ça explique parfaitement la difficulté de la technique suivante, l'acceptation de l'ambiguïté. Oh, c'est l'une des étapes les plus difficiles à franchir. Demander à un apprenant de ne pas bloquer sur un mot inconnu et de s'en remettre au contexte global, c'est comme demander à quelqu'un qui panique dans l'eau de lâcher le bord de la piscine. L'instinct hurle de s'accrocher au dictionnaire.
alors qu'il faut accepter de couler un petit peu pour comprendre qu'on peut flotter naturellement sur le sens général. Il faut délibérément embrasser cet inconfort. C'est contre-intuitif, mais nécessaire. Et pour y parvenir sans se noyer, la stratégie repose sur un changement de focale auditif, si je comprends bien. Oui, le français parlé est une langue très liée où les mots fusionnent avec les liaisons et les enchaînements. Écouter mot par mot est une erreur tactique majeure. Il faut écouter les groupes de mots, le rythme réel. Voilà. S'entraîner à percevoir des blocs de sens, à écouter la mélodie d'un groupe rythmique entier, plutôt que de disséquer la phrase au scalpel. Il y a aussi cette idée de se parler à soi-même en français pour décrire ses actions quotidiennes. Penser en français littéralement. Mais tout cela reste de la posture mentale, de la philosophie. Comment passe-t-on à l'action physique concrète? La source parle de techniques d'écoute active. Et l'outil le plus intrigant de cette boîte à outils, la véritable gymnastique de la méthode, c'est le shadowing. Ah, le shadowing. Comment ça fonctionne exactement? L'exercice consiste à écouter un locuteur francophone et à répéter ses paroles à voix haute de manière instantanée, avec un délai d'une fraction de seconde. On devient une sorte d'ombre vocale. Et en quoi ça empêche la traduction? Si on relie ça à la situation dans son ensemble, le shadowing est un pur piratage neurologique. Le cerveau n'est pas physiquement capable de traiter l'information auditive, l'envoyer au centre de traduction, formuler le sens, puis activer la bouche dans un temps aussi court. Ah ouais, la contrainte de vitesse extrême court-circuite tout. C'était exactement ça. Ça force le cerveau à créer un pont direct entre l'oreille et la bouche. La zone de traduction est littéralement contournée par pure nécessité de vitesse. Une dérivation d'urgence. Dans la même veine, les documents parlent de la technique du résumé immédiat. Après l'écoute d'un passage, on s'interdit de repenser aux mots exacts. On extrait l'idée brute et on la reformule avec ses propres mots en français. On devient le créateur de la phrase au lieu d'en être le traducteur passif. Et on peut combiner cela avec l'extraction de mots-clés. Ne noter que les termes vitaux et reconstruire le sens. Tout à fait. L'attention ne se porte que sur les piliers de la phrase, le verbe principal, le sujet, le lieu, et le cerveau reconstruit l'édifice. Et il s'appuie fortement sur un autre élément fondamental pour ça, la visualisation et l'émotion. L'émotion comme langage universel transcendant la traduction. J'adore cette idée. Devient souvent une évidence déductive. C'est ça, le contexte devient si riche qu'on n'a plus besoin du mot à mot. Bon, on a la théorie, on a les outils de contournement. Comment on orchestre tout ça au quotidien? La méthode fournit un plan d'action de 30 jours, un calendrier d'exécution strict pour se sevrer de la langue maternelle. Un sevrage progressif, oui. La première semaine, ça ne demande que 10 minutes par jour. Et l'objectif est purement observationnel. Une prise de conscience, en somme. Voilà, on ne change rien, on écoute du français, mais on observe son propre cerveau. On note quel type de phrase déclenche le réflexe de traduction, sans se juger, c'est l'audit cognitif. Et ensuite, la semaine 2. On passe à 15 minutes quotidiennes avec un début de réduction active. L'apprenant force le retour au sens global. Dès que la traduction s'enclenche, il accepte de lâcher prise et de ne pas tout comprendre. D'accord. Et la semaine 3, c'est le grand plongeon. 20 minutes par jour, immersion totale. On coupe les ponts, on supprime définitivement tous les sous-titres et on utilise massivement la visualisation. C'est là que ça devient intense. Et enfin, la 4e semaine consolide le tout avec 25 minutes. On teste la compréhension avec le shadowing et le résumé direct en français pour solidifier ce nouveau circuit. Et pour nourrir ce défi d'un mois, les sources recommandent des outils spécifiques. Des podcasts calibrés comme Inner French ou French Voices. Des applications comme LingQ ou FluentQ. La radio avec France Inter ou France Info, juste pour habituer le cerveau à la cadence. Sans oublier les conversations réelles, via Tandem ou HelloTalk. Mais bon, posons la vraie question. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'apprenant qui va inévitablement se heurter au mur de la frustration? Parce qu'en enlevant la traduction, on enlève une béquille sécurisante. C'est inévitable, l'inconfort psychologique sera là. Pendant les 2 premières semaines, l'impression globale ne sera pas celle d'une amélioration, mais d'une régression. On aura le sentiment d'être soudainement moins compétent. Alors, comment mesurer ces progrès? Cette baisse de performance apparente est le cœur du processus. C'est la preuve biologique absolue que le cerveau est en chantier. L'ancienne route, lente mais rassurante, est barrée pour travaux. Et la nouvelle autoroute n'est pas encore goudronnée. Exactement. Le désarroi est total, mais il est temporaire.
La clé, c'est de célébrer les micro-victoires. Le moment fugace où l'on comprend une phrase instinctivement, ce sourire spontané à une blague avant d'avoir formulé la pensée dans sa langue. Ce sourire, c'est le signal que la nouvelle connexion synaptique vient de s'allumer. C'est beau. La grande leçon de cette exploration, c'est que la traduction mentale n'est pas un ennemi mortel depuis le premier jour. Non, c'était une étape normale. C'était une roue stabilisatrice sur un vélo, vitale au début. Mais pour atteindre la vraie fluidité, elle doit impérativement être retirée. La compréhension directe exige du temps, du lâcher-prise face à l'inconfort et une régularité inébranlable. Cela soulève une question importante d'ailleurs, une réflexion qui va même au-delà de nos sources d'aujourd'hui. Ah, je vous écoute. Et si l'objectif ultime d'éliminer la traduction mentale n'était pas seulement d'être plus rapide dans une conversation, mais d'adopter une personnalité entièrement nouvelle. Attendez, vous voulez dire qu'en créant un lien direct entre les concepts et les mots français, sans le filtre de la langue maternelle, on restructure notre cerveau? Précisément, ne sommes-nous pas en train de structurer notre esprit pour percevoir la réalité, l'humour et les émotions exactement comme le ferait un francophone natif? C'est vertigineux, une véritable double vie cognitive. Oui, une capacité à exister dans deux réalités mentales distinctes. Et le plus fou, c'est que ça ne demande que 15 minutes par jour pour émerger. Une double vie cognitive en un quart d'heure quotidien. C'est une pensée provocatrice parfaite pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Merci d'avoir démolé ces concepts complexes avec nous. Mais de rien, c'était passionnant. À tous ceux qui nous écoutent, il est temps de brûler cette béquille mentale et de plonger dans l'immédiatité. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.